Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue à Chemin Critique. Nous nous excusons vraiment pour ces quelques minutes de retard avec lesquels nous commençons ces plateaux. Cette journée a été difficile pour tout le monde ici à Kinshasa. Il a plu pendant des heures et la pluie et les embouteillages ont fabriqué les difficultés et nous voici. Aujourd'hui, nous avons fait beaucoup d'efforts pour être là. Il s'est ouvert depuis hier les états généraux du portefeuille. Ce n'est pas simplement des états généraux à la mode, mais c'est un moment de rupture voulu par les organisateurs. Pas des faux fuyants, pas des langages de bois. Toute la vérité sur la table. Le Congo ne peut plus se permettre d'être ignorant de sa propre situation. Le Congo a aujourd'hui besoin de savoir comment il entreprend sa destinée, sa croissance, son progrès sur base de la réalité. C'est ce que nous avons compris hier à l'issue de la première cérémonie d'ouverture de ces états généraux. Aujourd'hui, il y a eu le premier panel, les plus importants, et c'est à nous le plaisir de recevoir sur ce plateau l'un des orateurs, en tout cas les plus éminents, c'est lui qui a en tout cas attiré l'attention de toute l'assistance, et il nous a fallu beaucoup d'efforts pour le convaincre de venir sur ce plateau, parce qu'il doit nous parler. Aujourd'hui, il faut que les Congolais apprennent à écouter ceux qui ont quelque chose à dire. Et j'ai le plaisir de recevoir sur ce plateau le professeur Kabati Koukou, que je ne présente plus parce que c'est un monument du savoir congolais et de ce que nous avons de meilleur dans le cadre de la vérité scientifique. Professeur, bonsoir. Bonsoir. Vous avez accepté de venir ce soir sur ce plateau de Chemin Critique. C'est donc avec raison que je dois vous remercier davantage pour nos téléspectateurs. Mais je le disais, et sans langage de bois, vous êtes parmi les personnes que l'on veut écouter aujourd'hui parce que vous avez accumulé non seulement de l'expérience, mais un savoir et une sagesse qui nécessitent absolument que l'on se connecte à celle-ci. Avant qu'on entre dans les vifs du sujet, je voudrais simplement savoir comment vous faites, et ce n'est pas un secret, à 80 ans, comment vous faites pour être là, présent, lucide, puissant? Comment vous faites pour faire ça, professeur Kabati Koukou? Comment on fait quand on a 80 ans pour être aussi actuel? C'est peut-être une simple question de gêne et une simple question de discipline personnelle. De gêne parce que j'appartiens à une famille d'octogénaires et de centenaires. Imaginez une fois cette réalité bien simple. Mon père m'a eu comme enfant quand il avait plus de 65 ans. Et il est le fils de quelqu'un qui avait 70 ans quand il était né. Et donc moi, entre mon grand-père et moi-même, nous avons à peu près 150 ans de différence. Oui, tout à fait. Donc, ça, c'est peut-être une question de gêne. Mais une question de volonté, une question de style de vie, j'appartiens à un ordre, l'ordre des chercheurs, l'ordre des professeurs, qui ne cesse de se poser des questions. Se poser la question sur la justification de leur existence, sur ce qu'ils font sur Terre, sur ce que devient leur pays, leur patrie, et voilà. Le mental, donc la recherche permanente du bonheur de la société, maintient en vie. Oui.
je crois. Merci, professeur. Nous allons revenir à cette sagesse tout à l'heure. Mais vous êtes intervenu ce matin pour pouvoir parler du portefeuille de l'État. Vous êtes économiste. Vous avez sillonné cette Afrique que vous connaissez très bien. Et je ne parle pas du Congo, notre pays. Nous allons donc rapidement évoquer dans quelques instants ce que vous avez dit ce matin. J'aurais voulu que tout le monde soit dans cette salle de centre de conférence, centre financier, pour pouvoir vous entendre directement. Mais nous allons restituer tout cela avec votre autorisation. Mais avant, revenons aux fondamentaux. Organisés par le ministère du Portefeuille, ces états généraux ont donc débuté hier et en ouverture de cette grande cérémonie, le chef de l'État lui-même avait accepté de venir patronner et ouvrir. Nous allons, pour vous mettre un peu dans l'ambiance, prendre un extrait de ce que le chef de l'État lui-même a dit à l'ouverture des états généraux du portefeuille. Suivons. Honorable Président de l'Assemblée nationale, Honorable Président du Sénat, Madame la Première ministre, chef du gouvernement, Monsieur le Président de la Cour constitutionnelle, Monsieur le procureur général près la Cour constitutionnelle, honorables députés et sénateurs, Mesdames et Messieurs les membres du gouvernement, Monsieur le Président du Conseil économique et social, Messieurs les membres des institutions d'appui à la démocratie, distingués invités, Mesdames et Messieurs, c'est avec une profonde solennité et une grande attente que je me tiens devant vous aujourd'hui à l'occasion de l'ouverture des États généraux des entreprises du portefeuille de l'État. Loin d'être une simple convocation institutionnelle, ce rassemblement, né de l'exécution de mes instructions, est une opportunité historique de redéfinir le rôle et l'avenir de nos entreprises publiques dans la transformation économique et sociale de notre pays. Le thème de ces assises, faire des entreprises du portefeuille de l'État un puissant levier de croissance économique et de développement social, reflète une vision ambitieuse, faire de ces entreprises des moteurs dynamiques de développement, capables non seulement de générer des revenus et de créer des emplois, mais aussi de contribuer directement à l'amélioration du bien-être de chaque Congolais. Distingués invités, Mesdames et Messieurs, la République démocratique du Congo, riche de ses ressources naturelles exceptionnelles et de son capital humain jeune et dynamique, détient seule les clés de son avenir. Voilà, nous revenons sur ce plateau. Professeur Kaberchi Coucou, le président ne voulait pas que les états généraux soient une forme de mimétisme dans l'organisation des réunions, parce qu'on en a beaucoup. Alors, je voudrais vous demander à vous, pourquoi ces états généraux, cette organisation est importante? Pourquoi vous pensez que le moment était venu pour organiser les états généraux des entreprises du portefeuille? Quelle est, à votre avis, la légitimité d'une telle organisation aujourd'hui? Vous savez, il y a un poète qui a dit quelque chose que je répète assez régulièrement. Il s'est posé au détour d'un vers, il s'est posé cette question aussi. Comment naît un peuple? Point d'interrogation. Et il répond lui-même, mystère, point d'exclamation. Le Congo n'a jamais cessé de naître et de renaître de ses cendres. Le Congo est immense, le Congo est multiple, le Congo est puissant, le Congo est bien bâti, le Congo est bien fourni en ressources humaines, en ressources naturelles,
en espace, en inspiration, en hospitalité, en toutes les qualités qui sont reconnaissables dans chaque homme. Il faut avoir la patience. Vous venez de dire que je suis octogénaire, et je le suis. Nous avons vu, nous avons entendu, nous avons participé à beaucoup de choses. À chacun son moment de constater ce que nous avons comme défi existentiel, ce que nous avons comme devoir devant le peuple et devant l'histoire. Je suis très content d'entendre ce constat. Le constat qui est cruel, que le portefeuille de la République n'est plus. Le portefeuille de la République pose des questions existentielles très importantes. Je l'ai entendu dans la bouche du président de la République, je l'ai entendu dans la bouche du ministre du portefeuille, et je l'ai entendu dans la bouche des deux experts qui travaillent étroitement avec son Excellence, Monsieur le ministre du portefeuille. J'étais très content qu'ils aient senti, qu'ils aient exprimé cela, parce que je le vis dans le déchirement total depuis plusieurs années, depuis plusieurs décennies. Le portefeuille public de ce pays a été la force première du pays depuis sa fondation en 1885. Le roi Léopold II et le régime qui a suivi l'EIC, l'État indépendant du Congo, n'ont fonctionné qu'avec le portefeuille. N'ont fonctionné qu'en mettant le portefeuille aux avant-postes de toutes les stratégies dans ce pays. Et si le Congo belge avait réussi le pari d'être une colonie sans inflation, une colonie sans un taux très critique de chômage, une colonie sans dette, une colonie ayant les moyens à lever à l'intérieur 150 milliards de francs congolais en 1948 pour exécuter le plan décennal qui a commencé le 1er janvier 1949 et qui s'est terminé le 1er janvier 1958. Le plan décennal de ce pays a été financé par ce pays sous la colonisation, grâce au portefeuille public. Et alors, lorsque j'ai cet exemple, lorsque j'enseigne un tel exemple, lorsque j'ai lu cet exemple, lorsque je l'ai même entendu dans la bouche de mon père, de mes pères, de mes enseignants, et lorsque, vers 70 ans, 80 ans, on tombe si bas avec le portefeuille, la question qui se pose à moi est une question existentielle. Et la joie explose lorsque les dirigeants au plus haut niveau de ce pays reconnaissent l'existence non seulement de la crise du portefeuille, mais de la nécessité pour la nation de se ressaisir et de remettre le portefeuille dans son rôle primordial d'instrument principal de la gestion macroéconomique et sociale de ce pays. Ma joie est au comble. Professeur, nous allons tout à l'heure revenir à votre communication de ce matin, parce que ça continue jusqu'à la fin de la semaine, mais on va encore, parce que vous avez cité le ministre, on va le suivre aussi. Et puis nous revenons sur votre communication de ce matin. Le ministre Jean-Lucien Boussa, toujours hier en prenant la parole, il a en tout cas été dans le même sens que les chefs de l'État, et il a légitimé lui-même l'urgence d'une telle réflexion de rupture, parce que pour lui, il s'agirait bel et bien de donner une nouvelle chance au portefeuille, comme vient de le dire
notre invité de ce soir. Nous suivons un petit extrait du discours prononcé par Jean-Lucien Boussa. Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État, avec mes hommages réitérés. Honorable Président de l'Assemblée nationale, Honorable Président du Sénat, Excellence Madame la Première ministre, chef de gouvernement, Monsieur le Premier Président de la Cour constitutionnelle et Président du Conseil supérieur de la magistrature, honorables députés et sénateurs, Excellences, Mesdames et Messieurs les membres du gouvernement, Monsieur le Président du Conseil économique et social, Excellences, Messieurs le ministre du Budget, des comptes publics et du portefeuille public de la République du Congo, cher frère Ludovic Ngaltse, Mesdames et Messieurs les membres du corps diplomatique et représentants des organisations internationales accréditées en République démocratique du Congo, Mesdames et Messieurs les secrétaires généraux, Mesdames et Messieurs les membres du corps académique et scientifique, Mesdames et Messieurs les membres des conseils d'administration des entreprises, services et établissements publics, chefs d'entreprise, honorables députés provinciaux, Messieurs les membres du gouvernement provincial de Kinshasa, Monsieur le bourgmestre de la commune de la Gombe, distingués invités en vos titres et qualités respectifs. Mesdames et Messieurs, tout protocole observé. C'est un grand honneur pour moi de prendre la parole ce jour devant cette auguste Assemblée à l'occasion de l'ouverture des travaux des États généraux des entreprises du portefeuille de l'État sous le thème « Faire du portefeuille de l'État un puissant levier de croissance économique et du développement social ». Ce rendez-vous historique, décidé par son Excellence Monsieur le Président de la République, chef de l'État, à qui je réitère mes hommages les plus déférents, lors de la deuxième réunion du Conseil des ministres, marque sa détermination à réorganiser ces entreprises dans le but d'en faire des outils efficaces et stratégiques pour la croissance économique et le progrès social. Excellences, Mesdames et Messieurs, l'occasion m'est ainsi donnée d'adresser mes sincères remerciements ainsi que mes chaleureuses félicitations au Président de la République, chef de l'État, pour sa clairvoyance, l'intérêt et l'importance qu'il accorde aux entreprises du portefeuille de l'État au regard de ce qu'elles représentent en tant que catalyseurs de la prospérité. En effet, l'État congolais a choisi depuis des lustres de disposer des entreprises où il est actionnaire unique et de prendre ou maintenir des participations dans des entreprises de divers secteurs de la vie économique. Ce choix pertinent est justifié par des raisons stratégiques. Le besoin d'intégration économique et de la rentabilité du capital, des actions ou des titres, celui d'atténuation du risque d'investissement public par la diversification des participations ou placements en raison de l'absence ou l'insuffisance d'intérêt privé dans un secteur donné et pour tout autre impératif d'intérêt public porté par une activité économique. Mesdames et Messieurs, ces entreprises, constituant l'un des maillons importants de l'économie congolaise, devraient participer substantiellement à la mise en œuvre des politiques publiques. Elles devraient en outre générer directement ou indirectement des avantages pour l'éclosion des autres activités économiques et favoriser le développement d'autres secteurs économiques. Cependant, force est de constater que la quasi-totalité des entreprises publiques en particulier sont contre-performantes et peinent à rencontrer les attentes de la population. Excellences, Monsieur le Président de la République, en dépit d'énormes potentiels de croissance et de développement dont disposent les entreprises du portefeuille de l'État dans plusieurs domaines, j'ai cité domaines miniers, transport, hydrocarbures, énergie, foncier, télécommunications, finances, etc., plusieurs facteurs retardent leur montée en puissance et ne permettent pas d'en faire un puissant vecteur du développement économique et social. Ce, malgré les réformes mises en œuvre depuis 2008. Excellences, la situation actuelle des entreprises publiques reste préoccupante, bien que des progrès sporadiques aient été enregistrés. Une analyse sectorielle approfondie révèle des défis majeurs dans les principaux secteurs stratégiques. Voilà, nous revenons sur ce plateau, nous constatons que le président de la République, le ministre des tutelles, le ministre du portefeuille sont tous d'accord
la crise du portefeuille de l'État existe bel et bien. Et ce matin, quand vous avez pris la parole, professeur Kabetchukwu, pour expliquer votre thématique, vous avez dit que il y a des modèles. Vous avez choisi 2 exemples pour pouvoir expliquer que si pendant 60 ans, nous sommes allés en décroissement de cette valeur ajoutée qui serait les portefeuilles de l'État, ce pays a quand même déjà aussi vécu une expérience de succès. Et vous avez choisi la Chine et le Congo colonial. Moi, je vous pose la question, mais comment les profs peuvent choisir l'État belge, le Congo colonial? C'était un Congo de travail forcé, c'était quand même la négation même des libertés individuelles. Comment il peut choisir cet exemple-là? Voilà la question que je vous pose avant qu'on aille dans l'explication de cet exemple. Pourquoi vous avez choisi? Vous n'avez pas tenu compte de cela? Non, je suis congolais et j'estime même être un patriote congolais. Donc je suis très sensible à tout ce que nous avons reçu comme humiliation, comme domination, comme servitude de la part des Belges. C'est une question qui est réglée par l'histoire. Parce que le fait que nous ayons demandé l'indépendance témoigne que nous n'en étions pas satisfaits. Mais c'est une autre question. Scientifiquement, quand on a l'honnêteté scientifique, il faut reconnaître que les Belges avaient leurs objectifs. L'objectif était de coloniser un immense territoire en étant un petit district. Un petit district de 32 000 km² dirigeant un immense empire de 2 345 000 km². Ils ont réussi, et ils ont réussi brillamment, pour construire un État, pour le gérer, et pour le gérer en équilibre, en progrès. Je voudrais d'abord souligner une chose, c'est que c'est la colonie parmi les rares, je n'en connais pas 2, qui a terminé sa course historique sans dette extérieure. C'est la colonie qui n'a pas connu les tohu-bohu de l'inflation. Les taux de prix montent, descendent et tout ça. Les Belges n'ont pas connu ça. On a connu une stabilité exemplaire sur le plan de l'inflation. On a connu aussi une stabilité exemplaire des ressources publiques. On a connu une stabilité exemplaire de l'équilibre extérieur. On a eu une monnaie stable. Et on a eu un territoire qui a été occupé totalement dans tous les recoins, administré totalement et qui n'a pas reçu des agressions extérieures. Donc les Belges étaient capables de dissuader toute agression extérieure. Et vous partez du principe que... Oui, et donc la gestion de l'État, la gestion de l'économie était réussie par la colonie. Question, quel était leur secret? Le secret, c'est que le roi Léopold II a eu le Congo comme sa propriété personnelle de 1885 à 1908. Pendant cette période, le roi, la Belgique ne se mêlait pas de la gestion, parce que c'était une affaire personnelle. Lui, il était souverain du Congo. Mais quelle est la stratégie qu'il a utilisée pour créer un pays, créer une aussi vaste colonie et réussir sa gestion? C'est le portefeuille. Il s'est dit dès le départ que le Congo avait une brousse et des forêts, des vallées et des montagnes, bien sûr. Mais entre les vallées et les montagnes, il y avait des eaux, bien sûr. Et dans le sous-sol, il y avait des minerais. Ça, il le savait.
Il dit, c'est le point de départ. Je ne crée pas en emmenant mes capitaux, je n'en ai déjà pas. Et alors, j'invite les gens qui ont de l'argent. Mais quand ils arrivent pour exploiter ce vaste continent, ils viendront créer des entreprises avec moi. Quel sera l'apport? Eh bien, l'apport, c'est la terre. L'apport, c'est les mines. L'apport, c'est les eaux. Oui. L'apport, c'est la forêt. L'apport, c'est l'énergie. Eh bien, il a gagé tout ça pour créer des entreprises. Et dans un premier temps, quelles sont les entreprises qu'il a créées? Parce que c'est des choses qui ne sont pas enseignées dans nos écoles. Si vous vous mettez en tête la carte du Congo, vous avez, à partir de Banana, jusqu'à la rivière Mbujimaï, la rive gauche de Mbujimaï, il a fait toute une concession de Banana jusqu'à la rivière de Mbujimaï. Et il a fait cette concession, il l'a donnée en exploitation et en prospection à une société qu'il a créée avec la banque Nagelmakers, la banque d'Anvers, qui était dirigée par Albert Theiss, et il a créé une société où il était lui-même et l'État, c'était la même chose. L'État s'appelait l'État indépendant du Congo. Lui-même, il en était le souverain. Il a créé une société qui s'appelle CCCI, Compagnie congolaise pour le commerce et l'industrie. Le siège de la CCCI, c'est l'immeuble en face directe sur le boulevard du 30 juin, en face de la Grande Poste. Tiens, cet immeuble-là, c'est le siège. Non. En face, où il y a Photo Guy. Cet immeuble-là est construit par la CCCI, Compagnie congolaise pour le commerce et l'industrie. Regardez la concession qui était donnée à la CCCI. À partir de Banana? Oui, jusqu'à la rive gauche de la rivière Mbujimaï. Et ça deviendra la première province, la province du Congo-Kasaï. Quand il a créé des provinces, c'est cette concession qu'il a prise pour faire une province, pour en faire une province. Et l'État belge à l'époque était actionnaire de cette société? Non, l'État indépendant du Congo. La Belgique n'était pas mêlée à l'affaire, c'était une affaire personnelle du roi Léopold II. Et il a appelé tous ses amis, capitaines d'industrie, banquiers, et ils ont dit, mettons de l'argent, créons la CCCI. La CCCI aura toute cette région en concession. Et cette concession sera donnée à la CCCI, bien sûr, mais pour que la CCCI l'administre, installe des cours et tribunaux, là, organise le travail servile, donc les travails forcés, lève l'impôt et organise l'exploration scientifique du sol et du sous-sol. Et tous les résultats qui viendraient de cette recherche scientifique, de ces études scientifiques, seront présentés à l'État indépendant du Congo, donc à Léopold II, et ensemble avec la CCCI, Léopold II créera d'autres sociétés très connues dans cette région ici, la région de Léopoldville. C'est devenu la province de Léopoldville plus tard. Eh bien, je vous donne un exemple. Ce que vous appelez SNEL, c'était la Cométrique. Mais la Cométrique, c'était la société qui avait été créée par la CCCI et
l'État indépendant du Congo, d'abord, non, avec la Belgique, parce que ça a été créé sous le régime belge, et l'État belge avait pris, l'État congolais avait pris des actions dans Comectric. La CCCI avait pris des actions dans Comectric. Donc tout ce qui se créait sur le sol congolais sous Léopold II avait des investissements, des parts de capital appartenant à l'État indépendant du Congo. Et donc, je vous laisse imaginer le nombre d'entreprises qui ont été créées dans cette partie du pays. C'est des centaines d'entreprises. Et dans ces centaines d'entreprises, l'État indépendant du Congo avait pris soit des participations directes, soit des participations croisées. Ça faisait que le portefeuille de Léopold II, avec son État indépendant du Congo, était déjà immense dans le domaine, dans cette concession qui était donnée à la CCCI. Et cette CCCI était une société concessionnaire, une compagnie à charte. Charte, ça veut dire qu'on a signé entre cette société et l'État indépendant du Congo une charte en vertu de laquelle la CCCI avait des pouvoirs régaliens de l'État sur l'espace qui lui était concédé. Ça ne s'est pas terminé. C'était en décembre 1887. Ben, en 1890, la même CCCI et le même État indépendant du Congo s'entendent et appellent d'autres capitalistes, notamment la Société Générale de Belgique, pour créer la Compagnie du Katanga, la CK. La Compagnie du Katanga est créée avec les fonds de Léopold II, les participations de Léopold II, de l'État indépendant du Congo, les participations de la CCCI et les participations de la Société Générale de Belgique et des banques, des amis de Léopold II qui avaient mis leur propre mise là-dedans. Donc, par cette opération, le roi a réussi 3 mouvements. 1, il est propriétaire des entreprises à partir de la propriété des terres et des ressources. Deuxièmement, il contrôle tout ce qui se fait en économie, notamment l'exploration et l'exploitation et les résultats. Troisièmement, il a de quoi gérer la République sans que les capitalistes privés échappent à son jeu. Donc les objectifs de l'État, les objectifs régaliens de l'État, il savait les réaliser en faisant un pacte, en signant une charte avec les privés dans lesquels il avait des participations. Eh bien, ils ont créé la Compagnie du Katanga au Katanga en 1890. Mais seulement voilà, le roi était très prudent. Quand il a donné la concession de tout le Katanga à la CK, il ne l'a pas donné comme ça. Il a dit, nous faisons des bandes. On a dessiné sur un papier des bandes d'à peu près 100 km de large. Telle bande reste à appartenir à l'EIC, la bande suivante appartient à la CK, la bande suivante appartient au CCI. Non, à l'EIC, ainsi de suite. Donc, les bandes alternaient. Quand la CK est venue sur le terrain, la CK était incapable d'exploiter les minéraux du Katanga parce qu'elle ne savait pas sur quelle bande elle se positionnait. C'est ainsi que 2 années après, le roi, et donc l'EIC, et la CK se sont entendus pour créer une nouvelle société
qui exploiteraient leurs propres propriétés. Et donc, on a créé le CSK, le Comité spécial du Katanga, 1892. Ça a été créé. Et c'est le Comité spécial du Katanga qui, lui, créera en 1906, le 6 décembre 1906, l'Union minière du Haut-Katanga, la minière de la BCK, tout ce que vous avez comme grosses sociétés qui ont construit, bâti le Katanga et qui exploitent le cuivre jusqu'à aujourd'hui. Ce n'est pas fini. Le roi avait un ami, le baron Ampin. Le baron Ampin, il l'a appelé. Ils sont allés au Kivu. Et ils ont créé une société commune où l'État indépendant du Katanga avait l'État indépendant du Congo avait des participations. C'est quoi? C'est le Comité national du Kivu en 1920. Comité national du Kivu. C'est pas fini. En province orientale, le roi va créer la CFL avec les intérêts belges, notamment la Société Générale de Belgique. Un partenariat, ils ont créé la CFL. CFL, c'est quoi? C'est la Compagnie des chemins de fer du Congo supérieur au Grand Lac africain. En résumé, CFL, en sigle, CFL. C'est la CFL qui va, elle, coloniser, disons, explorer, occuper et préparer le terrain à d'autres entreprises en province orientale. Lorsque la CFL s'était installée, le roi a cherché une autre compagnie. Et la compagnie a été la Cominière. La compagnie minière qui était une filiale de la Société Générale de Belgique. Et à la Cominière, qui a été créée sur le terrain ici, le même roi a donné une concession tout l'Ituri, le Bas-Ouélé et le Haut-Ouélé. C'était la Cominière. Société de portefeuille créée par l'EIC avec le concours d'une filiale de la Société Générale de Belgique. J'ai parcouru le Congo à partir de Banana jusqu'à hauteur de Kondelungu, au Katanga, et puis j'ai remonté au nord jusqu'à la frontière avec le Soudan. Maintenant, allons vers l'ouest. L'Équateur a été occupé par Unilever. Unilever, c'était une firme britannique et hollandaise. Hein? Britannique anglo-hollandaise. Cette firme qui était déjà en Indonésie, on l'a installée ici et le roi a pris des participations dans la firme Unilever. Nous avons terminé avec l'Équateur. Maintenant, au sud de l'Équateur, ce que vous appelez le lac Maïndombe. Le lac Maïndombe a été découpé à part et a été attribué à la couronne belge, c'est-à-dire la dynastie belge du roi Léopold II. Ses enfants, est réservé un peu. Oui, ils se sont réservés un morceau et dans ce morceau, l'EIC a pris des participations. Maintenant, il reste le Kasaï. Le Kasaï sera occupé par une société concessionnaire créée le 6 décembre 1908, ou ça, 1906 plutôt, le 6 décembre 1906, ou ça au Katanga. On a créé la compagnie du Kasaï, la CK. C'est la CK qui s'est installée
Et quand la CECA s'est installée au Kasaï, elle a ouvert la porte à d'autres sociétés comme l'AMIBA, la forme minière. L'État est propriétaire de la forme minière à 80%. Voilà le portefeuille avance. Il y a eu Ex-Forca qui faisait du bois à Kakeng, dans les environs de Louabourg. Eh bien, Ex-Forca, c'était une société à participation large de l'État. Et donc, des sociétés à participation large de l'État, lorsque le roi Léopold II transfère la propriété du Congo à la Belgique, eh bien, le Congo avait l'EIC avait déjà, l'État avait déjà à peu près 300 de sociétés avec des parts, des participations croisées, les unes directes et les autres indirectes. Professeur Kabea, vous dites des choses que beaucoup d'entre nous entendent pour la première fois. Et pourtant, c'est notre terre. Alors, une question à ce niveau de notre débat, c'est même pas un débat, je suis en train d'apprendre. L'humilité, c'est celle-là aussi. Qu'est-ce qui se passe-t-il alors à l'indépendance? Parce qu'il n'y a pas eu guerre d'indépendance ici. Toutes ces sociétés fonctionnaient. Alors, quand la Belgique accorde au Congo l'indépendance, mais que deviennent tous ces centaines de sociétés? Elles n'ont pas été dissoutes, elles étaient là, même la veille même de l'indépendance. Qu'est-ce qu'elles deviennent avec tous les patrimoines, avec toutes les participations de l'État? Qu'est-ce qu'elles deviennent ces entreprises-là? Merci beaucoup, Willy. Mais j'aimerais quand même dire quel était l'apport du portefeuille dans la gestion de l'État. C'est très important, c'est le propos du jour. Oui. Eh bien, l'apport du portefeuille était le suivant. Vous savez que les États, en général, quand ils sont face à leur économie, ils ont un certain pouvoir. Le pouvoir de légiférer, le pouvoir de réglementer et le pouvoir régalien de police et des cours et tribunaux. Vous savez ça. Et au jour d'aujourd'hui, l'État congolais est réduit à ce pouvoir-là, et rien qu'à ce pouvoir-là, avec un portefeuille qui est branlant, avec un portefeuille qui est en crise. L'État congolais, à l'heure actuelle, est réduit à ce pouvoir réglementaire, pouvoir législatif, pouvoir de police, pouvoir des cours et tribunaux. Avec cette exception que les cours et tribunaux ont connu une mafia, c'est pas moi qui le dis, c'est le ministre de la Justice qui le dit, ont connu une mafia qui a tranché tous les litiges que les étrangers avaient avec les entreprises congolaises en condamnant ces dernières à des millions de dollars à payer à des étrangers. Donc, ça mettons de côté. Mais sous Léopold II, un juge qui ose faire ça, je crois qu'il est pendu. Pendu. Parce que c'est une trahison. Pourquoi c'est une trahison? Parce que justement, quand l'État, à part le pouvoir régalien de légiférer, de réglementer, d'exercer la police, de dire le droit, et ainsi de suite, s'accorde le pouvoir de jouer avec tous ceux qui jouent sur le marché. Produire les biens et les services, les commercialiser. Parce que quand vous prenez des participations dans des entreprises privées, en tant qu'État, vous êtes partie prenante de ce jeu. Oui. Et c'est dans ce jeu que les prix montent. C'est dans ce jeu que la mafia travaille. C'est dans ce jeu qu'il y a la tricherie. C'est dans ce jeu qu'il y a tout ce qui se fait contre l'État, tout ce qui se fait contre le peuple. Lorsque l'État accepte de prendre un portefeuille confortable et dirige les grandes sociétés, mais dès lors que l'État est confronté à une difficulté, par exemple les prix qui sont en train de déraper,
L'État ne va pas seulement faire une législation, faire une réglementation. L'État a le pouvoir, avec le privé, ensemble, pour régler la question. Et c'est ça la responsabilité, disons, le rôle et la facilité qu'avait Léopold II sur le Congo, qu'avait la Belgique qui colonisait le Congo sur le Congo. Quand vous n'avez pas de portefeuille suffisamment costaud qui vous place en tant qu'État au plein centre, au cœur du jeu économique et financier qui se fait, et monétaire, mais vous devenez législateur, vous devenez pouvoir de réglementation, mais ça veut dire quoi? Ça veut dire que même ce rôle-là, vous ne saurez pas le jouer convenablement. Parce que vous n'avez pas des moyens. Au jour d'aujourd'hui, il y a des lois qui ont été prises. Il y a des règlements qui ont été dictés. Il y a des mesures qui ont été arrêtées par l'État, mais que le privé n'accepte pas de suivre. Mais parce que l'État est hors jeu. Et alors, quand vous avez le portefeuille, mais vous pouvez fermer les robinets à l'intérieur. Vous faites partie du jeu complet du système économique. Et c'était ça que Léopold II avait réussi. Et vous avez choisi cet exemple-là, oui, pour nous montrer que c'est possible de revenir à cela. Eh bien, je vais y arriver. Maintenant, prie. vous m'avez posé la question de savoir... à l'indépendance? Oui, à l'indépendance, qu'est-ce qui s'est passé? Oui. Eh bien, à l'indépendance, je voudrais vous parler de 2 journées en témoin oculaire. Parce que vous y étiez. Oui, j'étais là. Le dimanche 26, dimanche 26 juin 1960, à 4 jours de l'indépendance, parce que l'indépendance, nous l'avons eu le jeudi 30 juin 1960. Eh bien, dimanche le 26, on jouait les contre-la-montre. Le Parlement s'est réuni en congrès pour adopter ceci. 1. Investir le gouvernement de Lumumba. Discuter et adopter son programme. Décider de l'armoirie, des armoiries du pays. Décider du drapeau du pays. C'était en tout cas le programme. Je me souviens, je me suis levé très tôt matin, jusqu'au soir, la nuit, il y avait le débat à Léopoldville sur ces questions-là. À la radio. À la radio. Et le gouvernement a été investi. Tout s'est réglé ce jour-là. Le 26 juin. Le 26 juin 1960. 1960. Eh bien, le 27 juin 1960, à 10 h du matin, à Bruxelles, le Parlement belge s'est réuni. Et voici ce que le Parlement belge prend comme décision. La suppression de toutes les compagnies concessionnaires qui avaient fait la puissance de Léopold II, qui avaient fait la puissance de la colonisation belge. Toutes les sociétés concessionnaires que je vous ai citées là ont été liquidées le 27 juin. Le 27 juin, liquidées. Deuxième chose que le Parlement a décidé, toutes les sociétés qui étaient au Congo, qui sont au Congo, doivent choisir de mettre leurs sièges sociaux en Belgique. Vous n'opérez pas au Congo si vous n'avez pas votre siège en Belgique. On a obligé toutes les sociétés, il y en avait à peu près 200, qu'est-ce que j'ai dit, 2000 sociétés qui ont opté pour mettre leur siège social non plus au Congo, mais en Belgique. À partir du lundi 27 juin 1960. C'était le grand coup fourré que la Belgique a fait au Congo. La Belgique était consciente de vider l'indépendance de son contenu.
d'arracher à l'État congolais le moyen de gérer convenablement le pays. Et nous nous sommes retrouvés sans portefeuille. Je voudrais souligner quelque chose d'extrêmement important, c'est que le CSK, le comité spécial du Katanga, avait des millions et des millions. C'était la société concessionnaire la plus riche de ce Congo. Eh bien, elle a été dissoute ce jour-là et le patrimoine a été récupéré par la Belgique. Rapatrié. Oui. Récupéré par la Belgique. Donc nous commençons notre indépendance sans aucun portefeuille. Main vide. Professeur, cette émission, il devrait quand même s'arrêter à un moment donné, mais il y a tellement de choses que vous dites. Tellement de choses que vous dites. Nous revenons au centre financier où quelques participants, un peu pour nous détendre un tout petit peu, avant de revenir à la gravité de vos propos. Vous allez continuer. Nous allons prendre un dernier reportage sur un peu les attentes des participants. Converge vers un point. C'est la position de son Excellence, le Président de la République, qui voudrait voir les entreprises répondre aux besoins basiques de la population. Que toutes ces entreprises puissent s'inscrire dans les 6 programmes du deuxième mandat du Président de la République. C'est tout ce que je peux dire. Mais ce qui nous importe, c'est plus là où nous allons chuter et les applications des résolutions qui seront issues de ces assises. Ok, aujourd'hui, monsieur le journaliste, je vais vous dire quand vous allez vous rappeler que le 20 janvier, le président de la République, lors de la prestation de serment, avait fondé ce quinquennat sur 6 piliers, notamment la création des emplois. Et aujourd'hui, le ministre Jean-Luc Boussa voudrait remettre les entreprises du portefeuille de l'État au cœur de l'économie congolaise. Il faudrait que ces entreprises puissent jouer réellement leur rôle de contribution, de contribuer à la diversification et à la croissance économique, à la création des emplois, à la contribution de PIB au paiement des impôts, au développement social de la population. Ici, le ministre du portefeuille Jean Lucien l'a très bien dit. Donc, ces états généraux devront déboucher sur des recommandations qui seront suivies de réformes afin de mettre les entreprises du portefeuille qui interviennent, qui occupent un pan important de l'économie congolaise dans le secteur minier, dans le secteur des hydrocarbures, dans le secteur de l'agriculture, dans les banques. Donc, tous ces secteurs importants et stratégiques devront jouer un rôle important en vue de la croissance et la diversification économique. Donc, Professeur Kabeya, les attentes sont immenses. C'est comme si le pays venait de se réveiller d'une réalité douloureuse. Celle de n'avoir pas les moyens de régler les questions de vie de sa population. Alors, parce qu'il faut être optimiste, parce que vous avez l'information, on ne va pas épuiser la question des États généraux. Aujourd'hui, nous évoquions avec vous simplement ce qui a quand même réussi dans ce pays avec un certain nombre de forces. Maintenant, la question que je vais vous poser, avec nous allons terminer, comment fonctionnaient ces portefeuilles? Comment est-ce qu'ils fonctionnaient pour pouvoir assurer à l'État belge, voire même à l'État indépendant du Congo, sur quel pilier il fonctionnait? Vous nous avez expliqué comment il a été déployé, comment il a été créé, quels sont les pouvoirs qui lui étaient accordés, toutes ces concessions. Mais ça fonctionnait comment? Parce qu'il doit y avoir eu une ligne de conduite qui a été donnée à ces entreprises. Vous avez déjà esquissé une partie, mais essayons de clôturer avec ça. Le portefeuille, pour qu'il puisse fonctionner comme fer de lance de l'État, comme modalité de pénétration de l'État dans le marché, comme moyen
de contrôler de l'intérieur le système économique lui-même. Pour qu'on en arrive à ce succès, le portefeuille n'était pas une direction quelconque. Une direction quelconque de quelqu'un qui vient de n'importe où, qui s'improvise. Non, le portefeuille était géré au plus près de l'autorité la plus élevée du pays, parce que le portefeuille était le moyen d'imposer les contraintes d'intérêt général à tout l'ensemble du système économique. Et donc, le cerveau, le premier cerveau, le chef du gouvernement, le chef de l'État, la plus haute autorité qui décidait en dernière instance, avait avec lui la possibilité de contrôler, de s'introduire dans le portefeuille, d'interroger le portefeuille, de manipuler le portefeuille, parce que le portefeuille était dynamique. Le portefeuille, ça ne veut pas dire que vous prenez des parts dans telle société et vous demeurez 40 ans, 50 ans, 80 ans, rien que dans ça. Non, non. C'était une dynamique. Les sociétés se créaient, il y en avait qui mouraient. Et donc, le portefeuille de l'État était toujours en mouvement entre les nouvelles sociétés qui se créaient. Les nouvelles opportunités. Les nouvelles opportunités. Ensemble avec la recherche scientifique et technologique. Ensemble avec la recherche. Ici, nous avons créé un État où la recherche scientifique et technologique, c'est quelque chose qui est un peu à côté. Exotique. Exotique, c'est quelque chose, ça c'est des gens, bon. Et puis, d'un autre côté, vous avez le portefeuille qui est relégué quelque part. Lorsque le ministre du portefeuille dit au gouvernement, je suppose, nous avons besoin de temps pour relever telle entreprise qui est... On considère que c'est une consommation. Ce n'est pas une consommation, c'est un investissement. Investissement d'argent pour récolter l'argent? Non, non. Investissement de l'argent pour récolter le pouvoir de gérer l'économie. Et c'est ça, c'est comme ça qu'il faut comprendre le portefeuille. Et donc l'argent qui va dans le portefeuille ne doit pas être attendu par le gouvernement pour sa consommation. L'argent qui va au portefeuille génère l'argent qui ira toujours au portefeuille, élargissant ainsi le pouvoir régalien de l'État dans le marché. C'est ça la conception. Professeur Kabea, je vais vous poser une dernière question, hélas. Et je voudrais promettre, je sais que beaucoup me demanderont, mais pourquoi vous n'avez pas continué? Je voudrais promettre que le mardi prochain, que le professeur revienne quand on aura déjà clôturé les états généraux, pour qu'on puisse tirer ensemble les conclusions. Mais la dernière question que je voudrais vous poser, c'est que c'est maintenant que ça se passe, avec un leadership du ministre Jean-Lucien Boussa, qui a eu le courage quand même de mettre sur table cette vérité. Alors, à votre avis, pour que ces états généraux constituent les lieux de rupture, pour un retour progressif, en tout cas, pour que nous entamions le chemin, faire du portefeuille de l'État un levier de croissance, moi, je vous avez même dit vous-même, une arme de pénétration pour jouer les jeux économiques et le marché, qu'est-ce que le ministre doit absolument faire ou faire faire? Si vous devez vous adresser à lui ce soir, vous lui direz quoi? Pour que ces états généraux ne puissent pas accoucher d'une souris. Nous devons nous dire la vérité entre Congolais. L'école n'enseigne pas l'histoire de ce pays. L'école enseigne l'histoire des Gaulois, l'histoire des Belges, l'histoire des Hollandais. L'école congolaise n'enseigne pas l'histoire congolaise. C'est regrettable. Et donc, il faut d'abord que nous apprenions que sur ce sol, il a existé
un système de portefeuille qui a réussi et qui a bâti ce pays, dans l'intérêt des étrangers qui gouvernaient dans ce pays. Ça, c'est très important. Ce qui est important aussi, il faut qu'on sache qu'il y a eu cette histoire de contentieux belgo-congolais. Le contentieux belgo-congolais, c'est quoi? Lorsque les Congolais ont compris que l'arme suprême de l'économie, de maîtrise de l'économie, leur était subtilisée par les Belges, ils ont provoqué une querelle aux Belges. Et en 1965, au mois de février, si mes souvenirs sont bons, Moïse Tshombe était le Premier ministre ici. Et c'était quelqu'un qui était dans les bonnes grâces belges. On a pris Moïse Tshombe, on l'a amené là-bas. Le ministre des Affaires étrangères de la Belgique, c'était Paul-Henri Spaak. Eh bien, Tshombe et Spaak se sont rencontrés et on a donné à Tshombe une grosse mallette qu'il a trimballée ici en disant « Le contentieux belgo-congolais, nous l'avons vidé, la Belgique a payé, regardez. » Et il a brandi la mallette. En fait, la mallette était vide. Ce que les Congolais exigeaient, c'était le retour de tout ce que la Belgique avait subtilisé dans la fièvre de l'indépendance par la loi qui a été votée le lundi 27 juin 1960. C'est ça le contentieux belgo-congolais. Et Tshombe est venu ici avec une valise vide. Quand Mobutu a pris le pouvoir en 1965, le 25 novembre 1965, ce n'était pas le 24, c'était le 25. J'étais là, témoin, à Léopoldville. Quand il a pris le pouvoir, son premier meeting a été organisé le dimanche 6 décembre 1965, au stade Baudouin. Stade, comment ça s'appelle maintenant? Tata Raphaël. Tata Raphaël. Ok. Et qu'est-ce que Mobutu a dit? C'est en ce moment-là qu'il a lancé le mot d'ordre « Retroussons les manches ». Il a dit que la politique économique qu'il voulait, lui, conduire, était celle qui avait aux avant-postes le portefeuille. Il devait reconstituer le portefeuille du Congo. Et Mobutu a créé l'IGP, l'Institut de gestion du portefeuille. Et l'Institut de gestion du portefeuille était une antichambre de la présidence de la République. Il a pris les meilleurs cadres de ce pays, ils ont constitué l'IGP, et l'IGP a été une revanche que le Congo avait prise sur la Belgique. Pour la petite histoire, Mobutu fait voter la loi Bakajika en 1966. La loi Bakajika dit ceci: toutes les concessions que le roi Léopold II et le pouvoir colonial belge avaient données à des sociétés étrangères ou nationales, peu importe, toutes ces sociétés, toutes ces concessions rentrent dans le patrimoine public de l'État, récupéré par l'État. L'État congolais maintenant va voir avec quelle société va s'organiser autrement avec, avec le foncier congolais pour créer d'autres sociétés. Deuxième chose, Mobutu a ajouté, il dit, les sociétés qui opèrent au Congo, les sociétés d'extraction, les sociétés de minières, les sociétés qui opèrent au Congo doivent transférer indiscutablement leur siège social au Congo. Celles qui refuseront seront nationalisées. L'Union minière a refusé et Mobutu avait mis la date, le moment limite, c'était la première seconde de l'année 1967. Donc, à minuit, l'année 1967, si d'ici là,
Vous ne revenez pas. Vous ne faites pas revenir au Congo le siège social que la Belgique avait forcé de ramener chez elle, eh bien, la société sera nationalisée. Ainsi est né. Je me souviens, Oui. cette nuit-là, on n'avait pas dormi dans Kinshasa. Vous attendiez. Nous attendions. Et à minuit, le debout congolais a retenti. Et le discours de Mobutu est arrivé à minuit 2. Et Mobutu dit, l'union minière n'a pas voulu respecter, à partir d'aujourd'hui, l'union minière est supprimée comme société, il sera succédé la GECOMINE. Ce n'était pas la GECAMINE, la GECOMINE, la générale congolaise des mines, la GECOMINE. Et le lendemain, il a nommé les mandataires à la GECOMINE. Et c'est le 15 février 1967 qu'on a appelé Mobutu sous la pression des Américains. Sous la pression des Américains, on a appelé Mobutu à avoir des négociations avec la Belgique. Ils ont négocié avec la Belgique. Mobutu devait leur donner quelque chose, des indemnisations ou quelque chose comme ça. Et on a gardé la GECOMINE jusqu'au jour d'aujourd'hui. Et donc c'était un effort de constitution du portefeuille congolais. En ce moment-là, Mobutu a appelé ce pays Congo et Lima. Ça veut dire que le Congo avait l'argent, que le Congo avait les facilités financières. D'autant plus que le cuivre, le prix du cuivre à l'extérieur avait triplé au mois de mars 1966. Le prix du cuivre avait été triplé. Et donc, il y avait l'argent ici. Il y avait toutes les facilités. Et avec le portefeuille, il y avait un certain contrôle de l'économie congolaise par l'État. Voilà. Voilà donc pour l'histoire. Et maintenant, vous me posez la question de savoir ce qu'il faut qu'on fasse. Oui. Ce qu'il faut qu'on fasse, je pourrais peut-être revenir au papier. Parce que c'est la dernière chose que nous allons dire ce soir. Oui. Il faut qu'on fasse ceci. Vous permettez, je vais retrouver le papier. Première chose, il faut concevoir le portefeuille, reconcevoir le portefeuille de la République, non pas essentiellement comme une source de financement du budget de fonctionnement de l'État. Moi, j'ai un pincement au cœur quand j'entends ça. Mais comme le mode privilégié pour le gouvernement de s'introduire sur le marché et de le contrôler, d'avoir le contrôle de notre propre économie. Parce que ce contrôle, nous ne l'avons pas. Deuxième chose, il faut positionner dans la conception du système économique et dans l'architecture des institutions de la République, il faut positionner la politique du portefeuille aux avant-postes de la stratégie du développement. Et donc, on ne peut pas conférer, on ne peut pas parler de la stratégie. Je vous dis par exemple que sous le Congo belge et sous l'État indépendant du Congo, il n'y avait pas de ministère de plan. Celui qui faisait le plan, c'était le portefeuille. Il n'y avait pas qui avait les moyens. Mais comment? C'est le portefeuille qui avait les moyens, c'est le portefeuille qui avait pénétré le marché, c'est le portefeuille qui savait manipuler le système économique. Que ce soit aux États-Unis, que ce soit en Angleterre, que ce soit en France, que ce soit... Il y a toujours le noyau dur des sociétés d'État qui constituent une fraction avancée d'intervention de l'État dans l'économie. Et donc, il faut positionner la politique du portefeuille aux avant-postes de la stratégie du développement du pays. Troisièmement, il faut
qu'on s'entende, tous Congolais. Et personnellement, j'aurais souhaité que cet appel aux Congolais soit fait du haut du pouvoir politique. Révoquer la conception néolibérale selon laquelle l'État doit être dépouillé de toute responsabilité de gestion des entreprises parce que c'est un mauvais gestionnaire et donc se limiter à... Des taxes. Non, se satisfaire des taxes et même vendre tout ce qu'il a pour améliorer le climat des affaires, pour que les capitaux étrangers viennent exploiter les ressources du pays et ramener les capitaux à l'extérieur. Ça, cette conception, qui est celle de la Banque mondiale et du Fonds monétaire international, c'est cette conception que nous avons dans les sphères de la gestion du pays et partout. C'est un faux catéchisme. J'en veux pour preuve, non seulement que l'État indépendant du Congo a réussi, sans avoir le conseil de quiconque, le Congo belge a réussi, sans avoir le conseil de quiconque ou l'interférence de quiconque. Une petite panne de courant. Heureusement, nous sommes revenus rapidement. Professeur, on est en train de conclure cette émission. Oui. Vous êtes en train de citer les éléments qu'il fallait. Vous avez parlé de... Il faut qu'on révisite cette notion néolibérale. La conception néolibérale est une conception non seulement erronée en politique économique, mais c'est une conception suicidaire. C'est une conception tout à fait suicidaire. Qu'un gouvernement, un État, soit sans société d'État, sans société mixte, se retire de la gestion des entreprises parce que l'État est par définition un mauvais gestionnaire. Mais ils le disent. En Amérique, est-ce qu'on raisonne de la même manière? En Angleterre, est-ce qu'on réfléchit de la même manière? En France, est-ce qu'on réfléchit de la même manière? Et la Chine s'est développée comment? Elle. Et la Russie s'est développée comment? Elle. Donc, on nous ferme les yeux sur tout ça pour venir nous raconter des choses qui ne tiennent pas debout. Et donc, il faut, c'est la troisième condition, il faut qu'on se détourne de cela et qu'on fasse une contre-campagne parce que c'est une très mauvaise campagne. Je viens de téléphoner à mes neveux à Washington. J'en ai qui sont à la Banque mondiale et au Fonds monétaire. Je discute avec eux, ils disent non, ça ce sont vos idées à vous. Le Fonds monétaire et la Banque mondiale, ce sont des institutions qui peuvent développer une nation. Et je leur ai dit, vous êtes nés de nous. Nous sommes mourants et nous vous laisserons ce pays. Et c'est comme ça que vous réagissez à cette problématique. Mais ce sont vos propres enfants qui vous régleront le compte. Parce qu'ils vont vous interroger sur ce que vous aurez fait de ce pays. Eh bien, donc, la troisième condition, c'est de révoquer en doute cette conception néolibérale. La quatrième et dernière condition, c'est d'assainir rigoureusement le cadre de fonctionnement et les conditions de performance des entreprises du portefeuille, notamment par la dématérialisation de la gestion. Nous sommes à l'ère de l'Internet. Nous sommes à l'ère de l'économie numérique. Le ministre Kabanda a organisé la science et la technologie de manière à servir tous les ministères, toutes les responsabilités sectorielles. Pour l'instant, je crois qu'il existe un projet, un modèle de gestion qui est un modèle de gestion informatisé de l'État et des entreprises, à la disposition des Congolais et des institutions congolaises et logé pour l'instant au ministère de la Recherche scientifique et innovation technologique. Qu'on prenne ce modèle parce qu'il a été
il a été composé, monté par des Congolais, et qu'on l'applique à la gestion de nos entreprises publiques. Merci. Il faut aussi qu'il y ait un casting rigoureux. Mais comment on nomme les gens qui vont au portefeuille? Comment on les nomme? On va pas arriver Comment là-dessus. on les suit? On les sait Non, pas. non, on ne veut pas. Parce que ça a été soulevé. Oui. Ça a été soulevé. Et donc, il faudrait qu'on fasse un casting rigoureux et qu'on fasse le suivi, le contrôle et la sanction de la gestion qui est faite du portefeuille de l'État. Mais que le portefeuille de l'État soit dans la proximité du pouvoir et de l'institution qui a tous les défis politiques, économiques et sociaux et moraux de cette nation entre ses mains. Professeur Kabetchoukou, merci. Je n'ose pas conclure cette émission parce que j'ai promis qu'à la fin des États généraux, nous reviendrons avec vous ici pour évaluer, parce que vous êtes un peu comme cette lampe qui éclaire nos nuits noires. Nuits remplies d'une culture de jouissance et d'irresponsabilité. Il est quand même temps que nous puissions cesser cela et que le pays se construise vraiment avec les moyens intellectuels et les moyens politiques et moraux que vous venez de citer. Et scientifiques. Merci beaucoup d'insister sur la science. Je rappelle que vous êtes directeur général du Fonds de la recherche scientifique. Vous n'en parlez pas assez, ce n'était pas l'objet du jour, mais c'était quand même important. Merci aussi, amis téléspectateurs. Cette émission, nous avons quand même débordé. Vous vous êtes rendu compte que c'était excessivement important. Nous voudrons rappeler à tous nos téléspectateurs que nous allons continuer à faire la couverture des États généraux du portefeuille. Demain, après-demain, nous aurons encore d'autres reportages pour que vous vous rendiez compte de ce qui est en train de renaître dans le pays.